Ça c'est Tarantule. Là c'est Tarantule, voilà, et là il y a Senior Hoffman et le boxeur polonais. Alors, est-ce qu'au niveau du son, les personnes qui sont au fond, vous entendez bien? C'est pas trop fort non plus? Non? Ça va? Donc bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous accueillir cet après-midi pour une rencontre littéraire, une rencontre organisée dans le cadre du festival Lettres du Monde. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore le festival, c'est un festival itinérant qui existe depuis plus de 20 ans et chaque année, des autrices, des auteurs invités venus du monde entier vont dans toute la région participer à des rencontres en librairie, en bibliothèque et dans les établissements scolaires. Donc c'est dans ce cadre qu'à Pujol, nous avons eu la chance ces dernières années d'accueillir Antoine Desjardins, Nassim Marachi, l'année dernière, vous vous souvenez, Valerio Varessi. C'est aussi dans ce cadre que cette semaine, vous avez pu assister à 3 autres rencontres dans l'agglomération, à Saint-Livrade, à Casseneuil et hier soir à Villeneuve-sur-Lot. Donc malheureusement, la rencontre de mardi à la Roque-Timbaud a été annulée. Donc je tiens à remercier la communauté d'agglomération pour son aide au financement de ces rencontres et également les collègues avec qui on travaille chaque année sur ce projet et en particulier cette année et aujourd'hui Isabelle et Thomas. Donc aujourd'hui nous avons le privilège de recevoir Eduardo Alfone dont les livres sont traduits et publiés aux éditions de la Table Ronde. Eduardo a vécu en France, parle bien le français, mais voilà, pour être plus précis, cet après-midi, il a choisi de s'exprimer devant vous en espagnol. C'est pour cela qu'on a aussi la joie d'accueillir son interprète, Neyrouz Chapin. Donc merci beaucoup. Donc bienvenue à tous les deux. Merci également à Anne-Lucie Boniel qui travaille aux éditions de la Table Ronde d'être parmi nous aujourd'hui. La bibliothèque de Pujol est particulièrement attachée à cette maison d'édition. D'abord pour la qualité du travail qui est fait et puis aussi parce que beaucoup d'entre nous ont, je pense, le souvenir ému de la venue de Joseph Pontus. Et Anne-Lucie n'était pas pour rien dans l'organisation de son Pontus Tour et voilà, on pense encore régulièrement à lui. Un immense merci également à la librairie L'Ivresse qui est représentée cet après-midi par la resplendissante Laure auprès de qui vous pourrez faire l'acquisition des livres d'Eduardo dont on va parler et vous les faire dédicacer. Voilà. Donc vous pourrez à la fin de la rencontre poser des questions, n'hésitez pas à m'interrompre pour des remarques. Merci, avant qu'on commence, s'il vous plaît, de mettre en silencieux ou d'éteindre vos téléphones portables. Et puis, avant ma première question, je vais laisser la parole à Eduardo pour un petit mot d'introduction, peut-être nous dire aussi comment s'est passée ta semaine de festival Lettres du Monde. Merci Romain. Et bonjour, bonsoir, bonjour à toutes et à tous. Je suis tellement touché parce que je vraiment n'espérais pas si public. Non? Je dis à Lucie, qui va venir? La vache. C'est un plaisir. C'est un plaisir, un honneur. Merci Romain pour l'invitation. Et merci en avance. Gracias. Je parle français. Oui. Mais, pour parler de littérature, je crois que c'est mieux que je parle en espagnol. Parce que mon français, c'était bien pour ça, pour boire un café. Mais, des choses compliquées, des choses littéraires, c'est mieux en espagnol. Je vais mélanger les deux un peu. Désolé. Mais pour parler des livres, c'est mieux en espagnol. Je pense. On va voir.
Si? Ok. Et on y va? On y va. Alors, on va plus particulièrement cet après-midi parler de ton livre Tarentule, qui a reçu l'an passé le prix Médicis étranger. Mais d'abord, pour avoir lu tous tes livres traduits en français, j'aimerais qu'on parle un petit peu de tes origines et de ton parcours. Donc, tu viens du Guatemala, tu as passé une partie de ta jeunesse aux États-Unis, tu as aussi vécu en Espagne, en France, et aujourd'hui tu vis en Allemagne, à Berlin. Donc tu as le profil parfait pour un invité du Festival Lettres du Monde. Mais c'est pas tout, parce que j'ai noté que via tes grands-parents, tu avais des origines libanaises, syriennes, égyptiennes et polonaises. Et j'aimerais qu'on débute cette rencontre autour de tes deux grands-pères, et peut-être pour commencer par ton grand-père polonais. Dans Monastère, tu écris que l'histoire de ton grand-père, d'une certaine façon, c'est aussi la mienne, donc aussi la tienne. Est-ce que, pour que les gens comprennent mieux comment on peut avoir des origines à la fois juives et guatémaltèques, tu peux nous résumer, nous raconter le parcours de ton grand-père polonais, si tu veux bien. Spécifiquement polonais. Oui, de ta famille, si tu veux plus largement. Oui. Alors, je vais à l'espagnol, parce que c'est compliqué. Si. Yo vengo de una familia de itinerantes, ¿no? Una familia nómada. Mis abuelos, los cuatro, llegaron a Guatemala por diferentes razones, ¿no? De Beirut, de Alepo, de Alejandría y de Polonia, ¿no? La historia de mi abuelo polaco, que es lo que tú me pides ahora, fue la que le dio inicio a todo este proyecto. Je vais m'arrêter. Alors oui, effectivement, je viens d'une famille, on pourrait parler d'une famille itinérante, nomade. Mes grands-parents, effectivement, sont arrivés au Guatemala pour différentes raisons. Ils arrivaient de Beyrouth, d'Alep, d'Alexandrie, de Pologne. Et aujourd'hui, c'est l'histoire de mon grand-père polonais qui vous intéresse et qui, en fait, est à l'origine de tout ce projet littéraire. Oui, parce que c'est tout projet. Tarentule, c'est le 7e livre d'une espèce de projet qui a commencé avec le boxeur polonais. Tu veux dire? Non. Oui, voilà. Ça, c'est le boxeur polonais. Dedans, il y a des photos, je vais montrer à mon grand-père. Mais ici. Je ne sais pas si c'est trop petit. Ça, c'est mon grand-père polonais. Après la guerre, à Berlin. Mais j'ai trouvé cette photo après sa mort. C'est une très petite photo, c'est comme ça. Et je ne sais pas exactement si c'est Berlin, si c'est pas Berlin. Alors, je vais à l'espagnol. Mi abuelo fue capturado. ¿Voy bien de velocidad? Sí. Sí, perfecto. En noviembre del 39 y pasó toda la guerra, 6 años, en campos de concentración. O sea, él tenía 19 años, o sea, tenía una edad fuerte y tuvo mucha suerte y sobrevivió. ¿Sí? Se fue a Guatemala por razones azarosas. Y cuando llegó a Guatemala, se negó a hablar. ¿Sí? De niño, yo le preguntaba qué era su número sobre el bar. Y él me decía, es mi número de teléfono. O sea, no voy a hablar. Vale. Donc, mon grand-père a été capturé en novembre 1931. 39, pardon.
Et c'est vrai que donc il a passé à partir de là toute la partie de la guerre dans les camps de concentration. Et donc lui, il avait à cette époque-là 19 ans, donc qui est un âge relativement important. Mais il a eu de la chance et il a réussi à survivre. Et donc il a atterri, fruit du hasard, au Guatemala. Et c'est à partir de là qu'il a refusé de parler. Moi, lorsque j'étais enfant, je voyais qu'il avait ce numéro, ce chiffre tatoué sur le bras, et je lui demandais de quoi il s'agissait. Et il me disait que c'était son numéro de téléphone. Donc, en gros, il me disait, je ne veux pas parler. En fait, c'est le début de l'histoire. Je commence le nouvelle, parce que c'est une nouvelle qui s'appelle Les Bourgeois polonaises, avec son numéro. Si, tu veux dire? Parce que c'est en français. 69 752. Oui. Son numéro de téléphone, tatoué sur son avant-bras gauche, pour ne pas l'oublier. C'est ce que me disait mon grand-père. Et c'est que j'ai cru tous les temps de mon enfance. Chez nous, dans les années 70, le numéro de téléphone était à 5 chiffres. Ça, c'est le début de l'histoire. Et c'est une petite... perdón, vuelvo. La manera de mi abuelo de decirnos, no quiero hablar de eso. No me pregunten porque no voy a hablar de eso. Y no habló. Durante 60 años no habló. Nadie en la familia, ni mi madre, ni mi abuela, ni mis tíos, sabían nada. Bien, voilà. C'était sa façon de nous dire qu'il ne voulait pas parler, qu'il n'avait pas l'intention de nous dire quoi que ce soit. Et d'ailleurs, pendant 60 ans, il n'en a pas parlé. Personne dans la famille n'avait entendu d'histoire à ce sujet, ni ma mère, ni mes oncles, ni ma grand-mère. Personne n'était au courant de rien. Entonces, año 99, más o menos, yo le pregunto a mi madre en qué campos había estado mi abuelo, y ella no sabía. Y a mí eso me pareció inadmisible. Entonces voy con mi abuelo y le digo, oye, ¿quiere hablar? Y me dijo, sí, sí, sí. Y sacó una botella de whisky, lo puso en la mesa y habló. Y habló, y habló, y habló, habló 5 horas. Y en esas 5, muy calmado, muy calmado, muy sosegado, pero muy desordenado. Ya lo, aquí. Y en esas 5 horas me contó en 2 minutos una anécdota de un boxeador. Y cómo ese boxeador le salvó la vida en Auschwitz. Y yo supe inmediatamente que esa era su historia. Et donc en 99, j'ai demandé à ma mère dans quel camp de concentration avait été interné mon grand-père, et elle ne savait pas, ma mère ne savait pas. Et cela m'a semblé totalement inadmissible, et je voulais absolument en savoir plus. Je lui ai demandé s'il pouvait parler. Et il m'a dit, tu veux parler? D'accord. Il a mis une bouteille de whisky et il s'est mis à parler pendant 5 heures. Il m'a parlé d'une façon très calme, vraiment très tranquille, mais en même temps, tout était très désordonné, tout arrivait dans le désordre. Et puis à un moment, en 2 minutes, il m'a raconté une anecdote sur un boxeur. Et comment cette anecdote-là, c'était comment le boxeur lui avait sauvé la vie à Auschwitz. Et j'ai su immédiatement que c'était ça, son histoire. La guardé, me la guardé y tardé 8 años en poder escribir ese cuento. Tardé mucho por miedo, yo no sé. Y finalmente escribí ese cuento, ¿no? Y ese cuento resultó ser el inicio de todo esto. Mais on peut parler de ça après, je pense. Et donc j'ai gardé, j'ai conservé au fond de moi cette histoire, et j'ai mis 8 ans à réussir à écrire ce conte, cette nouvelle. J'ai mis très longtemps, oui, mais peut-être par peur, je ne sais pas. Et finalement, c'est cette histoire qui a déclenché tout cela. Peut-être qu'on pourra en parler. Justement, ton autre grand-père, qui est né à Beyrouth, t'a expliqué que ton nom, Alphone, ça vient d'un vieux mot, un mot ancien de l'hébreu, voire du persan, qui signifie celui qui change de vie. Non. Ah, non. Il a dit
ça veut dire changeur. Changeur de vie. Cambista. En espagnol, cambista, ça veut dire ce qui change d'argent. D'accord. Oui. Banquero. Ceux qui, le change des devises en fait. C'est ceux qui s'occupent des bureaux de change en fait. Et ça, c'est ce que mon grand-père m'a dit. Mais je cherchais plus tard, pour l'écriture de ce livre, que le mot, c'est ceux qui changent de vie. Un changeur, mais pas d'argent, mais de vie. D'accord. Ouais. Oui. Donc quand ta famille a quitté le Guatemala pour la Floride en 1981, donc c'était pour fuir le jour de mon 10e anniversaire. Ton 10e anniversaire, donc c'était pour quitter le pays et les combats qu'il y avait entre l'armée et les guérilleros. Donc ensuite aux États-Unis, tu as fait des études de génie industriel, tu es devenu ingénieur. Et je suis. Tu es ingénieur. Et comme celui qui change de vie, à 28 ans, tu as changé de vie pour te tourner vers la littérature, vers l'écriture. Et pour toi, ça passait obligatoirement par la France, par Paris. Et est-ce que tu peux nous parler de ton choix, de ce changement de vie et de cette inflexion dans ton parcours? C'est une histoire si longue. Mais intéressant. Nous sommes prêts. Alors, si partons de Guatemala, perdón, salimos de Guatemala, huimos de Guatemala. Fue una huida. Y esto, le fuyó, la fuite, la fuite. Y esta palabra es importante acá, ¿no? Es importante la fuite. Huimos de Guatemala a Estados Unidos y yo inmediatamente solté Guatemala, solté el español y agarré el inglés. Y el inglés se convirtió rápido en mi lengua fuerte. Y soterró, esa palabra me encanta, soterró el español, lo empujó hacia abajo, ¿no? Y poco a poco yo olvidé el español. Et donc, effectivement, il y a eu une fuite du Guatemala. Nous avons fui du Guatemala pour aller vers les États-Unis. Ce mot est important, hein, la fuite est importante. Et immédiatement, en arrivant aux États-Unis, j'ai lâché complètement le Guatemala et l'espagnol. Et j'ai attrapé, je me suis raccrochée à l'anglais qui est devenu directement ma langue la plus forte. J'ai enfoui, en quelque sorte, enterré l'espagnol et l'anglais petit à petit l'a poussé vers le bas, encore plus bas, et peu à peu j'ai oublié l'espagnol. Termino la escuela en Estados Unidos, voy a la universidad, termino la universidad, yo estudié ingeniería, no sé por qué, posiblemente por mi padre es ingeniero, pero terminé la ingeniería y al terminar la universidad tengo que volver a Guatemala. Est-ce que quelqu'un comprend l'espagnol ici? Oui, oui. ¿Sí? Je fais un effort pour parler doucement en espagnol. Oui, et donc j'ai fini mon école aux États-Unis, j'ai fini mes années de collège, lycée, puis l'université également. J'ai fait des études d'ingénierie, effectivement. Peut-être, je ne sais pas pourquoi, peut-être pour être comme mon père qui est ingénieur. J'ai fini mon université, c'est à ce moment-là que je me suis dit que il fallait que je retourne au Guatemala. Non, je suis obligé. Il fallait que je retourne. Le visa expiré. Exactement. Exactement. Ah, j'ai un visa d'étudiant. Et quand mes études ont fini, ciao. Il faut que je retourne à un pays que je ne connais pas, à un langage que je ne parle pas. Je rien sais de Guatemala. ¿No? C'est un retour forcé, obligatoire. Bueno, entonces, y voy a llegar a tu pregunta. Entonces yo estoy muy frustrado. Más que frustrado, estoy desubicado. Esa es la palabra perfecta. En español, buena suerte porque no existe en francés. C'est pas perdu, c'est une autre chose. Desorienté. Desorientado, ouais. Desorientado, c'est comme ça. Non, desubicado, ça veut dire de location, d'ubication.
Ouais, délocalisé. Délocalisé? Non, délocalisé, c'est plutôt pour les entreprises. Oui. Bon, donc il se sent très frustré, d'accord. Il arrive au Guatemala, il se sent pas à sa place, en fait, il n'est pas au bon endroit et il est désorienté un petit peu par cette situation. Oui, perdu, ¿no? Y pasan los años y esta sensación de aguas, de angustia, crece y crece y crece. Yo siento que no pertenezco, es una sensación de no pertenecer, ¿no? Ni al lugar, ni al lenguaje, porque olvidé el español. Yo no hablaba español, hablaba inglés. Pasaron 4 años antes de que decida buscar ayuda, porque realmente estaba muy mal. Y en vez de ir donde un psicólogo o donde un rabino o con alguien, fui a la universidad a querer tomar clases de filosofía. Siempre muy racional, creyendo que la filosofía iba a tener alguna respuesta. ¿Sí? Donc il y a mucho. Et donc les années passent et cette angoisse que je ressentais augmentait au fil du temps et je me rendais compte que je n'appartenais pas ni à l'endroit ni à la langue ni au langage puisque j'avais oublié l'espagnol et que pour moi c'était l'anglais, je ne parlais qu'anglais. Et donc j'ai quand même mis 4 ans à me dire qu'il fallait que j'aille chercher de l'aide. Et au lieu d'aller voir un psychologue ou un rabbin, je suis plutôt allée à l'université en me disant de façon tout à fait rationnelle que peut-être qu'étudier la philosophie allait m'apporter des réponses. Ok, y aquí viene el primer accidente. El primer accidente es que llego a la universidad a quererme inscribir en filosofía y me dice la señora de admisiones: tú solo puedes tomar cursos de filosofía si también tomas cursos de literatura, porque la carrera en Guatemala es una, lettres et philosophie. Et donc, c'est là qu'intervient le premier accident dans mon parcours. J'arrive à l'université pour m'inscrire, et là, la personne qui s'occupait des inscriptions me dit que je ne pouvais pas étudier que la philosophie, mais qu'il fallait que je prenne également des cours de littérature, puisque les études de philosophie, en fait, sont réunies, c'est philosophie et lettres en même temps. Y por primera vez en mi vida, a los 28 años, me convierto en lector. Et pour la première fois, en 28 ans, pour moi, dans ma vie, je deviens lecteur. Je commence à lire. Porque nunca leí. Yo no era lector. Todo esto no me interesaba, no lo entendía. Yo era el chico que hacía deportes, el chico que era bueno para mate, pero nunca hubo libros, ni en mi vida, ni en mi casa, ni en donde mis abuelos. Y de pronto me enamoro profundamente de la literatura y me convierto en lector, no en escritor, en lector. Y empiezo a leer como un maniático. O más bien como un junkie. Et en fait, moi, la littérature, ce n'était pas quelque chose d'habituel chez moi. Tout ça, ça ne m'intéressait pas. Ça n'était pas du tout quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Moi, j'étais plutôt le garçon qui allait vers le sport, qui faisait beaucoup de sport, des maths, plutôt le matheux. Les livres, il n'y en avait pas chez moi, ni chez mes parents, ni chez mes grands-parents. Ce n'était pas du tout quelque chose d'habituel. Et donc, d'un coup, je suis tombée amoureux de la littérature et je suis devenue un lecteur, un grand lecteur. Non pas écrivain, mais lecteur. Je me suis mis à lire énormément et je suis devenue carrément un drogué de la lecture, un junkie de la lecture. Sí, porque mi manera de leer entonces, yo quería leer todo, ¿no? Todo. Yo quería leer todo el día. Empecé a trabajar como ingeniero omita, ¿no? Medio tiempo por las mañanas y leía el resto del día. Leía todo, ¿no? En la universidad, por ejemplo, asignaban Madame Bovary, y yo iba y leía todo Flaubert, y todo Dostoyevsky, y todo Tolstoy. Ya no leo así, pero en ese momento, en el momento de descubrimiento, me llené de libros. Esto es importante, lo voy a decir despacio, la consecuencia, je veux dire en français,
Après. Vale. Et donc oui, je me suis mis à tout lire, toute la journée, je lisais tout le temps. Je travaillais à mi-temps à cette époque-là en tant qu'ingénieur et le reste de la journée, je lisais. Et à l'université, par exemple, pour vous donner un exemple, on nous avait demandé de lire Madame Bovary. Moi, j'ai lu tout Flaubert, j'ai lu tout Dostoïevski, tout Tolstoï. Alors, bien entendu, je ne l'ai plus autant aujourd'hui. Mais à cette époque-là, c'est ce que je faisais. Je lisais tout le temps. Et je me suis remplie de littérature. De livres. Et de livres, oui. L'écriture, c'est une conséquence de trop de lecture. C'est pas une blague. Je pense comme ça. Je me suis rempli de livres qu'elle revalse, comment ça se revalse? Le top, le niveau maximal était atteint. C'est Saturation. Ça a débordé. Oui, le point de débord. C'est commencer à écrire. Alors, finalement, renuncio a mi trabajo de ingeniero y me voy a París. Et donc j'ai renoncé à mon travail d'ingénieur et je suis allée m'installer à Paris. Porque si uno quiere ser escritor, tiene que ir a París. Car si on veut devenir écrivain, il faut aller à Paris. Mais, a ver, est-ce que tu veux que je parle de Paris à ce moment-là? Si tu veux. Oui. J'espère que vous êtes bien installés. Si je pose toutes mes questions, dans 5 heures, on est encore là. Je suis désolé, je parle trop. Je sais que je Non. Et est-ce que tu as lu l'histoire dans un film comme l'autre? Non? Quelques secondes à Paris, c'est ça? Si, ça c'est le titre. Quelques secondes à Paris. À Lucie, c'est ça, non? C'est ça. Alors, je suis arrivé à Paris, c'est l'année 98, je pense. Si, 18, 19. A convertirme en escritor. Según yo, ¿no? Según esta estupidez de tener que ir a París para escribir en un lenguaje que yo no hablo. Porque estaba escribiendo en español sin dominar el español. Yo pensaba y pienso en inglés. Yo todavía mi lengua fuerte es el inglés, pero escribo en español. Pero on peut parler de ça après. Entonces llego a París y me enfermo. Me dio una gripe, una influenza terrible y pasé 2 o 3 meses enfermo. Y iba a los cafés a leer y a escribir, ¿no? Y era como una especie de fiebre, porque no dormía bien, estaba muy solo, leía muchísimo, leí Proust en ese entonces. Recuerdo leer a Proust, varios tomos de Proust, y escribí un cuento muy malo, muy malo. Alors, et donc je suis allée à Paris pour devenir écrivain, parce que selon moi il fallait y aller, j'avais cette idée stupide d'y aller. Et donc j'allais devenir écrivain, j'écrivais dans une langue que je ne parle pas, puisque je ne maîtrisais pas l'espagnol. L'anglais, moi je parle anglais, et ça continue à être ma langue forte d'ailleurs. Et donc lorsque j'arrive à Paris, je suis tombée malade, j'avais une grippe énorme, et pendant 2-3 mois j'étais très malade. Je n'arrivais pas très bien à dormir, et donc j'allais dans les cafés, je lisais, j'écrivais dans les cafés, et je me souviens de cette période parce que j'ai lu Proust, plusieurs tomes d'ailleurs, et j'ai écrit à ce moment-là un conte, j'ai mal écrit. Claro, ¿no? Une nouvelle, ouais. Nouvelle, sí. Entonces vuelvo a Guatemala, con una sensación de haber fracasado, ¿no? de que no funcionó París, con este cuento. Et cette histoire, c'est important. Ça c'est pourquoi j'arrive. Llego a Guatemala con este cuento, y el día que llego a Guatemala, esa noche, me llama por teléfono un profesor de la universidad, un profesor de filosofía, y me ofrece trabajo como su asistente, ¿no? Ernesto Lucota. Et
donc je retourne au Guatemala avec cette sensation d'échec, puisque j'avais échoué, mais je rentre avec cette nouvelle écrite. Et le jour de mon arrivée, la nuit même, j'arrive, je vais répondre à la question, c'est ce qu'il a dit. Le soir même de mon arrivée, il y a un professeur de philosophie de l'université qui me contacte et qui me propose de travailler comme assistant. Ce professeur s'appelait Ernesto Topuata. Lucota. Lucota. Está difícil, yo sé. Lucota. Alors, entonces yo empiezo a trabajar con él y le doy mi cuento. Digo, Ernesto, en París escribí este cuento, era un cuento de 20 páginas, muy malo, y se lo doy pidiéndole su opinión. Y tuve la suerte de dárselo al único guatemalteco sincero. Il faut que j'exprime. Et donc j'ai commencé à travailler avec lui et donc je lui ai donné le livre pour qu'il me donne la nouvelle pour qu'il me donne son opinion, son avis, hein, donc cette nouvelle de 20 pages. Et j'ai eu beaucoup de chance puisque finalement je l'ai donné à lire au seul guatémaltèque sincère. Nous, le guatémaltèque, nous sommes comme ça. Très diplomatique, nous évite le conflit. ¿Sí? Mais Ernesto no. Entonces, me citó en un café, nos juntamos a hablar del cuento en un café, y él llegó, se sentó, y me recuerdo perfectamente de esto. Ahora encuentro así. Dijo, Eduardo, algo tan malo, hacerme perder el tiempo a mí, perder el tiempo tú para escribir algo tan malo. Et donc nous nous sommes donné rendez-vous dans un café pour parler de la nouvelle en question et je me souviens très bien comment ça s'est passé et comment il a réagi. Donc il a tenu les feuilles comme ça et il m'a dit « Eduardo, un truc si mauvais, me faire perdre du temps à moi et toi en l'écrivant pour un truc aussi mauvais ?» Et je dis oui. Y el resto, quiero aprender a escribir. Y él me dijo, et je lui ai dit, oui, Ernesto, je veux apprendre à écrire, je veux apprendre à écrire. Et en français. Il m'a dit quelque chose qui, encore, c'est la chose plus importante que quelqu'un m'a dit dans ma vie d'écrivain. Il m'a dit, je vais essayer en français. Eduardo, tu veux écrire 20 pages sans savoir écrire en ligne. Entonces le dije a Ernesto, quiero aprender. Y él me dijo, ok, para mañana escribe una línea de un árbol. Y entonces, como nos veíamos todos los días, revisábamos la línea. ¿Por qué esa palabra? ¿Por qué esa coma? ¿Por qué ahí? ¿Qué quiere decir esto? Esto no suena bien. Ok, para mañana una línea de una mesa. Para mañana una línea de tu padre. Para mañana una línea. Pasaron. Bueno, pardon. Et donc, et je lui ai répété, je lui ai dit, Ernesto, je veux apprendre à écrire. Il m'a dit, ok, alors pour demain, tu écris une ligne sur un arbre. Et ainsi, tous les jours, il me demandait d'écrire une ligne. Et cette ligne-là, on la revoyait le lendemain, on révisait le tout, on se demandait pourquoi ce mot-là, pourquoi cette virgule-là à cet endroit-là, avec tous les détails. Et donc, ensuite, il m'a dit, ben, une ligne sur une table, une ligne sur ton père, et ainsi de suite. Et on revoyait à chaque fois ce qu'on avait écrit. J'oublie exactement combien de temps, mais je crois que c'est 3 mois, 2, 3, 4 mois, avant que je m'ai gagné le droit de 2 lignes. Il m'a autorisé une 2e ligne. On comprend mieux pourquoi tu écris des livres plutôt courts. Exactement. C'est une blague vraie, ça. Non? Je me concentrais ligne par ligne. C'est le langage. C'est le langage. Il faut, le métier, c'est garder, améliorer. Ah, aussi, le mot, ouais. C'est quoi, hein? Peaufiner. Peaufiner. J'adore ce mot. Le langage, non? Alors, entonces ahora sí, lo último, c'est la dernière chose, je promets. Avant Paris, après Paris. Paris, c'est le moment
où je me convertis en escritor. Paris, c'est le moment où je suis devenu écrivain. Parce qu'avant Paris, je suis ingénieur. Depuis Paris, le jour que j'arrivais au Guatemala et qu'il m'a appelé pour m'offrir un travail, à ce moment, je commençais l'écriture. À apprendre le métier de l'écriture. Donc ça c'est inédit, hein, cette histoire, elle n'est pas dans les livres, et moi je l'avais jamais vue. Si, c'est un autre livre. Pas en français. D'accord, pas encore en français. Ouais. Alors un mot peut-être sur, tu en as parlé, le choix, alors que l'anglais est ta langue forte, et que tu avais oublié l'espagnol après ton départ, sur ton choix d'écrire en espagnol. Non, c'est pas un choix, ce n'est pas... Nunca fue una decisión, nunca me lo planteé como una decisión. Cuando empecé en español. ¿No? Oui, c'était pas vraiment une décision, je n'ai pas vraiment vécu ça comme un choix ou une prise de décision, non. Quand j'ai voulu écrire, j'ai écrit en espagnol. J'ai 2 ou 3 explications pour ça. Uno, yo estaba en Guatemala. Yo descubrí la literatura en Guatemala, en español, en la universidad. Entonces estaba de vuelta en español. Et la première explication que j'ai, c'est que j'étais au Guatemala à ce moment-là, que j'ai découvert la littérature et je suis revenue à l'espagnol par ce biais-là. Donc c'était en espagnol qu'il fallait que j'écrive. La segunda explicación posible, je suis très ingénieur, la segunda es que es mi lengua materna. Et la deuxième, c'est que c'est ma langue maternelle là. Si, simplement. Mais il y a un troisième, que c'est plus belle. C'est le langage ou la langue, non, de ma jeunesse. Si, c'est bien dit? De mon enfance. L'enfance. De l'enfance. Et tu sais, l'enfance c'est partout. Partout. Je reviens à l'enfance tout le temps. Une dernière question avant qu'on rentre vraiment dans Tarentule et dans le livre. Toute ton œuvre, elle est centrée autour de ton histoire et de l'histoire familiale. Tu interroges des identités multiples et chaque livre, ça apporte une nouvelle facette de cette identité et ça complète le puzzle que tu construis. Je ne sais pas si complète. En France, on a tendance à considérer que le genre de l'autofiction, c'est assez spécifique à notre pays, et pourtant, toi, tes livres, ils oscillent comme ça entre l'aspect autobiographique et le fictionnel, avec de la réalité, des souvenirs, et aussi parfois des inventions. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ces petites touches de fiction, ou parfois grandes touches, que tu apportes à ton histoire personnelle et familiale? C'est une très bonne question, mais je veux te corriger un petit peu. Je veux dire que tout ça, tout que je fais, c'est absolument, tellement fiction. Il n'y a rien d'autre chose. C'est fiction. Alors, ok, ahora sí en espagnol, porque esto se pone difícil. Mi personnage. Maintenant en espagnol, parce que ça devient difficile. Tu as écrit, j'ai noté une phrase, nous finissons tous par devenir notre propre fiction. Si? Sí. Mi personaje se llama Eduardo Halfon. ¿Sí? Su vida, pero no soy yo. No soy yo. Por ejemplo, él fuma mucho, yo no fumo. Je fume pas. Él bebe, je bois pas. Él tiene su propia voz, su propio temperamento, su propia manera de viajar y expresarse. O sea, no soy yo. Yo le presto mi nombre y mi vida, pero no soy yo. Presto mi vida y mi nombre. Alors, le nom de mon personnage est bien Eduardo Halfon, mais ce n'est pas moi. Lui, par exemple, il fume, il boit, moi non. Il a sa propre voix, son tempérament, sa façon de voyager et de vivre les voyages, par exemple, mais ce n'est pas moi. Je lui prête mon nom, ma vie, mais ce n'est pas moi. Alors, on va entrer à Tarentule, je pense, avec cette réponse. Entonces, ¿qué es lo autobiográfico? Todo lo que yo escribo, todo
dos libros, de este proyecto, porque es un proyecto, vamos a hablar del proyecto après, tienen un punto autobiográfico. Hay un momento, un punto de despegue, un point de départ, ¿no? Que es un recuerdo muy íntimo, como que si fuera una foto, ¿sí? Pero al describir ese momento, al terminar de describirlo, el resto es ficción. O sea que es una ficción total construida sobre un pequeño punto autobiográfico que me sirvió, que fue muy útil para el resto. ¿Okay? Oui, alors donc là, on arrive dans un terrain un peu compliqué. Donc l'autobiographie, qu'est-ce que c'est? Tous les livres, parce qu'en fait, ils font tous partie d'un projet. Donc ce projet-là, en fait, part effectivement d'un point, un point de décollage presque, un point de départ autobiographique. Ça part en général d'un souvenir que j'ai, comme une photo, une image. Et après, toute la description qui part de là, en fait, c'est de la fiction totale, qui est construite donc sur un point autobiographique, d'accord, et qui est très utile au final pour construire tout le reste. Tout ça a commencé avec les boxeurs polonais. Non? Et tout ce que je dis, j'arrivais maintenant à comprendre un petit peu de la situation, parce que c'est pas un projet rationnel. Si? Je commençais à écrire comme ça, sans savoir pourquoi, sans savoir comment, si? Mais maintenant j'ai des idées de pourquoi je fais ça. Si? Pourquoi est-ce que je mélange ma vie avec la sienne? Pourquoi est-ce que une nécessité de ma vie de raconter petit point de ma vie, comme le départ de Tarentule. Si? Dans tout le livre, tu le sais, c'est le même narrateur, c'est le même Eduardo Halfon. Les personnages qui sont petites dans un livre sont plus grands dans un autre. Une histoire qui commence ici, continue là-bas. Non? Et tout ça, Tarentule, c'est le 7e livre de le projet central. Il fait une espèce de projet où plus bon, un roman, un process, un seul roman. Si? Una sola novela? Oui, un seul roman. Tarentule? Oui. Donc, en 1984, alors que tu avais, ou que le narrateur avait 13 ans, tes parents ou ses parents ont décidé de le renvoyer au Guatemala pendant les vacances scolaires avec son petit frère pour participer, je cite, à un camp de survie pour enfants juifs dans une forêt, dans une zone montagneuse. Donc pour toi, pour lui, c'était un moment de retour aux origines, 3 ans après le départ, aux origines juives et guatémaltèques. Est-ce que tu sais pourquoi les parents, alors tes parents, ses parents, ont voulu que ces 2 enfants, que leurs 2 fils participent à ce camp, et quel était pour eux le but? Oui, et la raison de mes parents, c'était très bien, ¿no? Ellos vieron que yo, especialmente yo, mi hermano un poco, pero yo empezaba a rechazar el español, Guatemala, y especialmente el judaísmo. Yo ya no quería ser judío. Y ellos vieron todo eso, esa rebeldía, y dijeron a Guatemala. A Guatemala, al español, a un campamento de niños judíos, para niños judíos, en la montaña, en plena guerra. Era el peor momento, el momento más violento, más sangriento de la guerra civil. Oui, ils ont vu, mes parents à ce moment-là, surtout en moi, mais mon frère aussi, qu'il y avait un certain rejet de l'espagnol et du Guatemala, et surtout, et plus particulièrement, un rejet envers le judaïsme. Et donc, ils ont vu cette rébellion-là, et ils se sont dit, allez, hop, au Guatemala. Et donc, ils nous ont envoyés, tous les deux, dans un campement d'enfants juifs au Guatemala, en pleine guerre,
C'était au pire moment d'ailleurs de la guerre civile, c'était le moment le plus sanglant, le plus violent de la guerre au Guatemala à cette époque-là. Et qu'est-ce qu'il a passé? On peut lire la première page peut-être. Si tu veux, ouais. Si. En français ou en espagnol? Comme tu veux. Comme vous voulez. En français, je pense. Mais pas moi. Non. En français, non. C'est à toi. Alors, donc je vais raconter après. El campamento empieza muy bien. Bueno, los primeros 3 días es un campamento tipo scouts, tipo scout, de caminatas, de hacer fogatas o el fuego, de primeros auxilios, de estar con los amigos, de jugar, siempre con un poco de aire militar, a marchar, ¿no? Siempre había algo militar. Pero la mañana del 4º día amanecemos así. Entonces, on peut lire. Okay. Alors, le campement d'ailleurs a très très bien commencé. Les 3 premiers jours, c'était super. Ça ressemblait plus à un camp de scout en fait, avec des randonnées, des balades, les feux de bois, beaucoup de jeux, des découvertes des premiers secours, de comment survivre, etc. Mais ça restait quand même un petit peu militaire. Il fallait marcher de cette façon-là. Enfin, et le matin du 4e jour, voilà, on va lire le début de Tarantule. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Jusqu'à le mot Tarantule. Ils nous ont réveillés en criant. Nous étions couchés sur nos lits de camp, dans l'immense tente verte. Pas un des 12 ne se risquait à ouvrir la bouche. Pas un n'osait bouger dans son sac de couchage. J'ai tourné la tête vers le lit d'à côté. Dans la lumière opaque de l'aube, j'ai trouvé le visage de mon frère qui, lui aussi, me contemplait, m'interrogeant du regard sur ce qui se passait dehors, ce que signifiaient tous ces cris. Je lui ai répondu, du regard également, que je n'en avais aucune idée. Mais tout à coup, les hurlements se sont faits plus forts, hystériques. Quelqu'un s'approchait de notre tente. Il y eut un bref silence, assez marqué tout de même, pour que nous parviennent les pleurs d'un des enfants au fond de la tente. Avant qu'on écarte le pan de toile verte qui tenait lieu de porte, et que notre monde se retrouve tout entier, inondé de lumière. Sur le seuil se dressait la silhouette de Samuel Bloom, notre instructeur, notre ami et protecteur inconditionnel, mais à présent vêtu d'un uniforme noir, une matraque à la main, éructant des cris et des ordres qu'aucun enfant allongé là ne comprenait. Sur son bras gauche, il m'a fallu un moment pour m'en rendre compte, marchait une énorme tarentule. Alors, ça c'est les photos de la mémoire, ¿no? J'ai cette image très très claire. Y ahora cuento en español. ¿Qué pasó? Yo recuerdo despertarme esa mañana y estaba muy oscuro. Recuerdo los gritos violentos en un idioma que no entendía. Recuerdo que él tiró la puerta y estaba ahí Samuel Bloom. Y lo vi vestido de negro y vi la tarántula en su brazo. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? Alors, je me souviens qu'il faisait très sombre ce matin-là, dans mon souvenir en tout cas. J'entendais des cris dans une langue que je ne comprenais pas. J'ai vu quelqu'un arracher pratiquement la porte de la tente pour entrer. Et j'ai vu Samuel Bloom, donc le moniteur instructeur, tout habillé en noir, et la tarentule. Alors, quelques secondes plus tard, quand mes yeux sont habitués à l'allumer, je comprenais que Samuel Bloom est habillé tout en noir parce qu'il est déguisé de nazi. Et ce n'est pas une tarentule, c'est une croix gammée. Tout à coup, le camp scout s'est transformé dans un camp de concentration. Tous les enfants, nous sommes des missionnaires, et tous les moniteurs, ils sont habillés de nazis. Et ça, c'est le début de Rome.
cet épisode-là, dans le livre, il revient dans ta vie, remémoré par 2 rencontres. La première, c'est celle avec Regina, une jeune fille avec qui tu avais participé au camp, qui est devenue avocate à Paris, et que tu as revue. Et l'autre rencontre, c'est celle avec le fameux instructeur en chef du camp, que tu as revu à Berlin, un certain Samuel Blum. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ces rencontres? Est-ce qu'elles sont fictionnelles? Est-ce qu'elles ont réellement eu lieu? Voilà, elles ont quand même une place importante dans le livre, et c'est ce que je voudrais peut-être que tu nous parles un petit peu de Regina et de Samuel. Ouais. En español, es porque es muy complicado. Cuando yo empiezo a escribir román, cuando yo estoy en ese momento, ¿no? O sea, después de escribir esa primera página, yo no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. No sé si esto es una novela, un fragmento, si voy para allá o para allá, ¿no? O sea, cuando yo escribo, no hay ninguna planificación. Nada. Es como que si estuviera escribiendo en la oscuridad. Porque no sé qué estoy escribiendo mientras lo escribo. Escribo imágenes y las voy poniendo sobre la mesa. Y pueden pasar 2, 3, 5 años antes de que yo vea, aquí hay un libro. Y si junto esta con esta, ¿no? Es como que si alguien de pronto prendiese la luz. Alguien prendió la luz, y veo que llevo todo este tiempo escribiendo. Ya ve. Oui, alors en fait, quand je vais dire en espagnol parce que c'est plus compliqué. Donc, lorsque je commence à écrire, en fait, après avoir écrit juste après avoir écrit cette première page, je ne sais pas en réalité où je vais. Est-ce que ça va être un roman? Dans quel sens je vais? Est-ce que je vais par-ci, par-là? Je ne sais pas. Et quand j'écris, en réalité, il n'y a aucune planification, aucune organisation. Je suis comme dans l'obscurité, comme si je posais des images, des photos sur la table, en fait, les unes à côté des autres, sans savoir. Et il peut se passer 2, 3, 5 ans avant de finalement me rendre compte que, peut-être que ça pourrait aller là, peut-être que là, on pourrait en faire un livre, en fait. C'est comme si d'un seul coup, la lumière s'allumait, et là, je vois un peu où je voulais aller, en fait. Entonces, Regina, elle a arrivé. ¿No? Elle est arrivée au campement, au camp, ¿no? Comme une petite fille. Il y a de premier amour, de caresses, non? Et je pense que tu crois, quand tu lis le livre, que c'était une histoire pas d'amour, parce qu'il est très jeune, mais de premier amour. Non? Et Samuel Blum, il arrive aussi. C'est le moniteur, mais aussi le directeur de camp. Il est le deux. Et je commençais à écrire, et j'ai écrit le jour, 7 jours, non? J'ai 13 ans et ça a passé, j'ai écrit le jour. Et je savais immédiatement que c'est nécessaire, Regina et Samuel, au présent, des adultes, pour parler de le même jour. Et je commençais à écrire les 3 épisodes, non? Le jour, Paris, Berlin. Et tout ça, c'est un mélange dans la table. C'est beaucoup de fragments, beaucoup de petites pièces, non? Et je suis très ingénieur dans la vie. Trop. Partout. Non? Neurotico. Planificador. Je planifiais tout. Sauf quand j'écris. C'est le seul moment que je sais qu'il faut laisser. Non? Le contrôle. Lâcher. Jusqu'à je finis. À ce moment-là, l'ingénieur vient à ordonner. À mettre de l'ordre. À mettre l'ordre. Sur ce qui se passe ce jour-là, je crois que le mieux c'est de laisser découvrir aux gens la suite. Voilà, c'est pour ça. Moi, je voudrais te poser une question. Dans le livre, Samuel, tu le revois à Berlin,
Et je voudrais savoir ce que toi tu ressens. Aujourd'hui, tu vis à Berlin. Tu as écrit ce livre à Berlin en tant que petit-fils de juif. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'écrire ce livre-là dans la ville de Berlin, à quelques centaines de mètres, tu dis, de Wannsee, où Hitler a décidé de l'extermination de 6 millions de personnes? C'est une question importante, non? Très bonne question. El recuerdo de ese día, Jobo, este recuerdo, yo siempre lo tuve. Siempre estaba ahí, ¿no? Sí, esto me pasó cuando yo tenía 13 años. Pero nunca pensé que era un libro. Nunca lo consideré literario. Hasta que llegué a Berlín. Et moi, le souvenir de ce jour-là, ce souvenir-là, je savais, il a toujours été là, il a toujours été présent. Je savais que c'était arrivé lorsque j'avais 13 ans, qu'il a toujours été là. Mais je n'avais jamais pensé que ça pouvait être un livre et que c'était littéraire, en fait. Et je raconte le jour... Jusqu'à ce que j'arrive à Berlin. Et je raconte le jour d'inspiration dans le livre même, ¿no? Yo fui invitado a Berlín con una beca para pasar un año en Berlín. Berlín no estaba adentro de mis planes, yo no quería estar en Berlín, que yo no sé alemán, ¿no? pero era una muy buena invitación. Entonces fui a Berlín y la única condición, por el dinero y el apartamento y pasar un año allá, era que yo tenía que comer, almorzar todos los días con los demás becarios, cosa que para mí era insoportable. Et en fait, j'ai été invitée en fait à Berlin, puisque j'ai bénéficié d'une bourse d'1 an. Et honnêtement, Berlin n'était pas du tout dans mes plans. Je ne parlais pas du tout allemand, je n'avais pas du tout prévu d'aller m'installer là-bas. Et pour cette bourse, dans les critères, en fait, les seules conditions, c'était de manger tous les jours avec les autres bénéficiaires de cette bourse. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'insupportable. Oui, pourquoi? Parce que je travaille en même temps. Oui. Et pour déjeuner avec quelqu'un, il faut m'habiller, il faut arrêter, il faut... Un jour, cambio a español para terminar esto. Voy al almuerzo y estoy en una mesa con alemanes, académicos, ¿no? Sociólogos, filósofos, biólogos, están todos en la mesa. Y yo, por alguna razón, empiezo a contar la historia de ese campamento. Y los alemanes estaban impresionados de que algo así pudiese pasar. Esto lo cuento en el libro, pero lo que no cuento en el libro... Oui, c'est ça. D'accord. Et donc, et un jour, en fait, à l'occasion d'un déjeuner, j'étais à table avec tous les Allemands, tous des personnes du monde universitaire, du monde académique, donc des sociologues, des biologues, des philosophes. Et donc, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis à raconter l'histoire de ce campement. Et les Allemands étaient très impressionnés par cette histoire à laquelle ils ne croyaient pas. Enfin, ils avaient du mal à croire. Et donc, d'ailleurs, tout ça, je le raconte dans le livre, mais je ne raconte pas pourquoi, ce que je vais vous dire tout de suite. Dans la table, il y a aussi une acadème de uruguayen juif. Et il m'a dit, Eduardo, la même chose me passait à vous. Je dis quoi? El libro en español, se publicó hace año y medio. Yo ya perdí la cuenta, pero han sido 30, 40 correos electrónicos de gente que pasó por lo mismo. O similar, una experiencia similar a la literatura. Et le livre, il a été publié en espagnol il y a environ 1 an et demi. Et j'ai perdu le compte, en fait, de tous les mails que j'ai reçus, une trentaine, quarantaine de mails, de personnes qui sont passées par la même chose, qui ont vécu la même chose ou quelque chose de similaire. Tomó Berlín acercarme a esta historia, ¿no? Fue a cause de Berlín. Fue Berlín el que me empujó a acercarme a esta historia como literatura, ¿no? Como literatura. Yo creo, sinceramente,
que yo no pude haber escrito ese libro en otra parte, que yo necesitaba estar en Berlín para escribir este libro. Il a fallu en fait Berlin pour que je puisse arriver et raconter cette histoire. C'est Berlin en fait qui m'a poussé à me rapprocher, à récupérer à travers la littérature cette histoire. Et je pense sincèrement que je n'aurais pas pu l'écrire ailleurs qu'à Berlin. C'est la ville où mon grand-père a été prisonnier, à Sachsenhausen, Berlin. La plupart du temps, il a été à Berlin. Et donc, après la publication du livre, tu as reçu des témoignages de personnes qui avaient vécu une expérience similaire. Tu pensais pas pas si poussée, oui, pas si violente, mais des gens qui, en Argentine, en Uruguay, aux États-Unis, au Mexique, en Israël, des enfants qui ont été comme ça. C'est important. Oui. À cette époque-là, non, les années 80. Et comme idée, c'est une très bonne idée de faire un exercice didactique avec l'histoire, non? C'est du théâtre. C'est faire du théâtre. Nous avions des déguisements pour comprendre quelque chose de l'histoire. Mais le personnage de 7 ans, le moniteur, il a... se lo tomaron muy en serio, ¿cómo dices eso? Ils l'ont pris au sérieux. Más que, mucho más que. Encore plus qu'au sérieux simplement. Tu as peut-être en partie répondu, mais j'ai écouté dans une émission à la radio, tu disais la littérature est pour moi une façon de rejoindre des petites pièces, donc notamment de mener une enquête sur tes différentes identités. Et tu cites dans un de tes livres Roland Barthes, qui dit « Et écrivain, celui pour qui le langage est un problème ». Est-ce que tu sais le problème à travers tous ces livres, cette œuvre que tu cherches à résoudre, ou bien est-ce que tu penses que c'est petit à petit, en écrivant et en continuant à l'écrire dans tes prochains livres, que les questions vont arriver et que tu vas petit à petit... Jamais. Jamais. Insoluble? Non, je crois que ça c'est la raison pour laquelle j'écris. Parce que c'est pas possible de répondre. C'est pas possible de régler, de régler, si, de régler, non? Et... O reparar. Reparar. Sí, guérir. Guérir. Ah, curarse. Curarse. Oui, guérir. Sí. Yo tengo un problema con el lenguaje. Un enorme problema con el lenguaje, ¿no? Porque porque yo pienso en inglés pero escribo en español y todo el tiempo yo tengo que ir a buscar cómo puedo a Google Translate, cómo se dice esto, porque yo sé esa incomodidad, es una incomodidad, yo creo que es importante. Yo creo que para escribir tienen que haber pequeñas incomodidades, ¿no? Yo tengo varias, ¿no? Mi incomodidad de raciner, ¿no? D'étranger partout. Con la religión, mi problema con la religión, mi problema con Guatemala, mi problema con el lenguaje. Hay pequeños, no grandes, porque grandes también me frenarían, me pararían. Son pequeñas, ¿no? Alors oui, alors c'est vrai que j'ai ce problème avec le langage, cet énorme problème, car c'est vrai que je pense en anglais et j'écris en espagnol, donc c'est vrai que j'ai des moments où je ne sais pas, je dois aller chercher, savoir comment je dis ça, Google Translate pour savoir comment dire les choses, donc cet inconfort en fait est important, ce manque de confort et de commodité, et pour écrire il doit y en avoir. Il faut des petites difficultés en fait qui se posent, et ce déracinement, ce problème avec la religion, avec le Guatemala, alors ce ne sont pas des grands problèmes parce que des grands problèmes me bloqueraient et me freineraient totalement dans mon écriture, mais ces petits problèmes-là font que j'écris. Si no los tuviera, o si los corrijo, si los arreglo, o dejo de escribir, o dejo de escribir con fuerza. ¿No? Hay una fuerza que empuja, ¿no? que eleva una historia.
pero es una fuerza misteriosa, inexplicable, pero hay una fuerza ahí, necesaria. Yo creo que parte de esa fuerza es estar un poquito mal, ¿no? Un poquito. Oui, alors si je devais réparer, en fait, guérir ou corriger ou trouver des solutions à tous ces petits problèmes, soit j'arrêterais d'écrire, soit j'écrirais sans cette force qui me permet en fait d'élever une histoire, cette force un peu mystérieuse, un peu inexplicable, qui me semble nécessaire en fait pour écrire. Et donc, je pense qu'il faut être mal ou aller un peu mal pour réussir à écrire. Pour que le public puisse ensuite poser des questions, j'en aurai encore peut-être deux. Comme chaque année, pour Lettres du Monde, j'aimerais te poser une question sur la traduction. Tes livres, et ils sont traduits en français, pas tous, mais la plupart par David Fauquelberg. Et dans Alphone Boy, tu te demandes comment traduire en t'interrogeant sur le besoin d'être fidèle aux mots de l'auteur ou à ses idées, sur le risque parfois de traduire même les coquilles, les erreurs, les incohérences. Est-ce que, pour la traduction de tes livres en français, comme on l'a entendu, tu parles bien le français, tu échanges avec le traducteur ou comment ça se passe? Non, c'est le seul traducteur qui ne me pose pas de questions. D'accord, jamais. Et j'aime pas ça, je veux des questions. Non, parce que sinon, j'interprète qu'il fait d'assumption, assume des cosas. Oui, qu'il assume des choses en tant que texte. Demande-moi, je suis ici, il ne demande rien. Mais il a une très 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 bonne éditrice. Alice Dehaut, l'éditrice de la Table Ronde, mon amie. C'est tellement bon pour travailler avec lui. Entonces, yo sé, perdón, que en francés estoy bien, estoy protegido, porque mi francés no es lo suficientemente bueno para revisar. Yo no puedo revisar si él hizo bien o no, ¿no? Pero Alice sí. Entonces estoy en buenas manos. Pardon. Mais je sais qu'en France, je suis protégée, je suis entre de bonnes mains. Je sais que mon niveau de français ne me permettrait pas en fait de revoir et de réviser, de voir si en fait ça a été bien fait. Mais je sais qu'Alice, oui. Et je sais que je suis entre ses bonnes mains. Sí, tanto pour David como pour Alice. Que ce soit David. Mais tu regardes les livres en français, tu lis un petit peu? Si. Je le lis, bien sûr, mais survolé. Non? En anglais, c'est différent. En anglais, c'est différent. En anglais, c'est tout problème. Parce que j'ai un traducteur. C'est pas moi. Mais je travaille très près de lui. Trop. Non, la vérité, c'est que je fais la moitié, il fait la moitié, et on corrige. Mais je ne peux pas dire que je suis co-traducteur. Non. Je suis co-traducteur, mais c'est un secret. Parce que le langage, le roman, le mot, ils sont nés en anglais dans ma tête. Ils arrivent en espagnol, et maintenant il faut retourner à cet anglais, pas l'anglais de lui, l'anglais de moi. Pauvre Dani. Non, vraiment, il souffre. La dernière question, j'hésite à te la poser. T'es pas obligé de répondre. Si... J'adore la question. Ouais. J'aimerais te poser une question en tant que petit-fils de juif sur la situation actuelle en Israël et en Palestine, et en particulier à Gaza. Dans Deuil, dans le livre Deuil, tu écris « La désinvolture de l'homme face à l'horreur m'a toujours davantage épouvanté que l'horreur elle-même. » Donc le 7 octobre 2023, cette région du monde, elle a basculé dans l'horreur. Et on peut dire que la communauté internationale, et peut-être nous tous, ont fait preuve d'une certaine désinvolture, d'une certaine inaction. Est-ce que si tu en as envie, quel est, toi, en tant que citoyen, ton regard sur ce qui se passe, là-bas, et bien sûr dans le lien avec ce qui se passe dans Tarentule? Est-ce que tu peux lire la phrase de l'autre fois, de l'horreur, en français? La désinvolture de l'homme face à l'horreur m'a toujours davantage épouvanté que l'horreur elle-même. C'est mieux en espagnol. Désolé David, mais c'est mieux en espagnol.
siempre me ha espantado más la desidia del hombre ante el horror que el horror mismo. Vous aviez déjà la traduction. Sí. Je vais la traduire. C'est mieux en espagnol. Et je suis d'accord, c'est mieux en espagnol. La question que toujours le journalisme fait de Tarantule, c'est quand est-ce que tu l'écris, avant ou après le 7 octobre? C'est toujours la question. Avant. Pourquoi avant? Pourquoi? Je travaille de... On va rappeler qu'il est sorti l'année dernière, hein, c'était la rentrée littéraire 2024. Donc en France, il est sorti en août 2024. Mais c'est très actuel, l'histoire, non? Parce que ça te donne des idées de le comportement de le gouvernement israélien. Et ça, c'est pourquoi je dis, c'est un moment, c'est presque militaire. 2 petits soldats. On fait de petits soldats, ici. Nous cherchons de petits soldats, ici. Comment est-ce que tu vas réactionner ces jours de campement? Une possibilité de Samuel, c'est qu'il cherche de petits soldats. Non? Et il fait en train d'utiliser la haine pour éduquer la peur. Et l'odio est la haine, voilà. C'est inacceptable ce qui se passe à Gaza. C'est inacceptable. Comme juif, c'est douloureux. C'est aussi douloureuse que je ne peux pas parler. Parce que si je dis quelques mots contre Israël, contre Netanyahou, je suis un antisémite. Mais je ne peux pas me silencer. Non? Comme juif, que je suis dehors d'Israël, il faut que je soutienne tout ce qui passe là. Et ça, c'est pas possible. Tarantule l'a sorti il y a 2 semaines à Israël. La traduction. C'est mon première traduction en hébreu. Et il faut faire des interviews. Et je lui demande le journaliste, est-ce que je peux parler librement? Sinon, non. Et jusque maintenant, oui, il dit oui. Tu peux dire ce que tu veux. Et je dis ce que je veux. Parce que personne comme Samuel Bloom, attention, quel type de personne est-ce que tu veux créer des 2 enfants? Alors, ce n'est pas une histoire de la situation politique, mais oui. Monastère, c'est plus près, non? Monastère, c'est tout libre. Moi, j'aimerais citer 2 choses dans Monastère qui m'ont beaucoup fait rire. Il y a une femme qui demande à Eduardo s'il est juif, et il lui répond « Je ne suis plus juif, je suis à la retraite ». Et la deuxième réponse, c'est un chauffeur de taxi qui est raciste et qui aimerait que tous les Palestiniens disparaissent. Quand il te demande si toi tu es juif, tu lui réponds « Parfois ». Oui, je parle. Je me rappelle de cette scène à Israël, parce que je suis dans un taxi et la personne arabe nous a croisé le route et le taxiste a dit il faut tout et tout. Et je suis demasiado cobarde, comment c'est ça? Trop lâche. Trop lâche pour lui répondre dans la vie. Mais je lui réponds dans l'avenir. D'une façon, tu te rappelles, très fine. Si? Alors, est-ce que vous avez des questions dans le public? Oui, J'espère, j'en ai une. Oui. Alors, parlez assez fort, voilà, là, notamment pour les personnes qui sont... le camp dont vous avez parlé au Guatemala. Le camp de Ligo, le camp de ma vie. Que votre fille, en quelle année ça se passait? 1984.
Le camp était en 1984. Oui, 84. J'ai 13 ans. Et 13 ans, c'est un âge très important. Parce que c'est l'âge... Il y avait des enfants beaucoup plus petits. Ah, si. Il y avait des enfants plus petits. De 5 ans, 6 ans. Oui, ça c'est le pire, je crois. Oui. Mais pour moi, dans le livre, c'est un âge important. Parce que c'est aussi, pour un juif, 13 ans, c'est important. Et ce camp, c'était pour vous montrer la barbarie peut-être des nazis. Oui. Hein, c'était pour vous le montrer. Montrer, oui, peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Mais une autre explication, c'est pour... Je crois que partie de la raison de Samuel, non? De Samuel dans ma vie, pas dans le livre, c'est de... Je ne sais pas comment dire en français. Para forzar a los niños a pelear de vuelta, a defenderse. Pour forcer en fait les enfants à pouvoir rendre les coups, en fait, à se battre contre les autres, à se défendre eux-mêmes. Et ça, c'est ce qui a passé. Ça a passé dans le camp. Parce qu'il y avait beaucoup de violence. Beaucoup de violence. Donc volontairement, hein, on n'a pas raconté ce qui se passe ensuite pour que vous ayez envie de lire et de découvrir dans le livre. Voilà. Je voulais vous demander quelle est la langue que parlait votre famille de Guatemala Espagnol. et en arrivant aux États-Unis, qu'est-ce qui se fait? Oui, c'est... Parce qu'il y a quand même... Oui, au Guatemala, espagnol. Il y a un petit peu d'hébreu aussi. Non, rien. Non. Mon grand-père, yiddish, mais pas avec nous. Non. À la maison, espagnol. Oui. Et aux États-Unis, mes parents me parlaient en espagnol, mais je réponds en anglais. D'accord. Et Vous mon n'avez frère... pas continué à utiliser la langue de vos parents? Non. Non. Sí, una pregunta, pero no sé si tengo que hacerlo en francés o en español. En francés, porque si no lo Pour tout le monde en Es français. para todo el mundo. Sí, Bueno, mejor. moi j'aimerais savoir, est-ce que je n'arrive pas à comprendre, vous avez quitté à 13 ans donc le Guatemala. Non, 10 ans. 10 ans. Pardon. 10 ans le Guatemala Si. et vous avez complètement anniquilé la langue espagnole. Non, pas complètement ridicule. Il est toujours, oui, il est souterrain. Oui, tapare, vous avez dit tapar completamente la lengua. Dice usted. Non, tapar, Non, no. soterrar. Il a dit enfoui, enterré. ¿El por qué? Porque estaba en Estados Unidos. Parce que j'étais aux États-Unis. Pero poco importa. No, Mais c'est pas important. importa Se mucho. puede practicar Sí, también c'est la très lengua important. en otro país. No, de que se puede, se Pratiquer puede. la langue dans un Claro autre que se pays. Pero puede. un niño, un enfant de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, il va parler le nom de ses amis. Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est tout, non? Mais là, j'ai pas entendu. Lorsque vous étiez avec vos parents, vous parliez comment? En français? Non, en En espagnol. anglais? Espagnol. Et moi, je me posais la question, est-ce que les parents étaient conscients de ce qui se passait dans les camps? Non, c'est une bonne question. Je l'explique un peu dans le livre. Tous les parents sont surpris. Et certains ont porté plainte en apprenant. Juridiquement, se sont plaints de ce qui s'était passé. Querían denunciar Oui, judicialmente. ils voulaient porter plainte, Si. nécessairement. Ils sont très fâchés, tous les parents. Mais ces camps ont été dupliqués dans d'autres pays, donc il y a une organisation. Et c'est une organisation juive. Oui, bien sûr. Si. Extrémiste, donc. Oui. Oui, Si. Mais les personnes que j'ai parlé avec, les expériences ne sont pas si mal. Non? Ce sont des expériences innocentes. On va nous habiller un peu, on va tuer. Non? Mais dans ces cas, dans mon cas, c'est terrible. C'est terrible. Si? Je voulais savoir ce que vous pensez de la notion de hasard. Hasard. Quelle est votre réflexion sur le hasard? Ça veut... Ah, hasard. Sur le hasard? Si, sur C'est une bonne question, ça. Parce qu'il y a deux façons de le voir. ¿Sí? Es que... no, lo voy a decir en español. Es que mi destino era ser ingeniero, el hijo obediente, el primogénito, el bien portado, y la literatura
¿Fue un accidente? ¿O es que mi destino era la literatura y todo lo demás era algo que me estaba impidiendo llegar a ella, ¿no? O sea, fue un accidente. ¿Dónde está el accidente? O, para usar tu palabra, ¿dónde está el azar? Yo más creo en el accidente que en el azar. Quel est l'accident más grave? Sí. Oui, effectivement, c'est une bonne question. Est-ce que mon destin, c'était d'être ingénieur en tant que premier enfant, donc le plus âgé, celui qui va vers la même chose que son père, etc. Et donc la littérature serait arrivée par accident? Ou est-ce que c'était mon destin d'arriver à la littérature et que donc tout le reste, c'était en fait des façons de me mettre des bâtons dans les roues, des empêchements qui ont eu lieu les uns après les autres, jusqu'à ce que j'atteigne ce moment où je suis arrivée à la littérature? Et moi, je pense que... Est-ce que c'est là ça que l'écriture est arrivée? Non, je crois plus à l'accident qu'à l'hasard. Oui. Je ne connais pas l'hasard, mais l'accident, oui. Et pour moi, la littérature est arrivée par accident. Je me trompais, j'ai trébuché, et caí en la littérature. Et je suis tombée dans la littérature. Oui. Dans le livre, vous parlez du fait que certains des enfants qui étaient avec vous ont été traumatisés. Si. Alors moi, je me suis posé la question, est-ce que ce livre, c'est une façon pour vous de dépasser ce traumatisme? Non. Pour moi, la littérature a rien de curatif, de thérapeutique. Rien. Je suis pire à la fin qu'à l'avance. Si, je comprends moi la vie. Non? Mais cette expérience, c'est si traumatique, oui. Quand je suis en train de l'écrire, j'étais en train de l'écrire, j'appelais à mes amis qui sont là, qui a été là, mon frère et des autres amis. Et les mémoires de chacun, c'est différent. Une, qui s'appelle Alan, m'a dit, Eduardo, eso nunca pasó. Et Alan, l'un d'entre eux, m'a dit, mais Eduardo, ça n'est jamais arrivé. Il a bloqué. Il avait voulu oublier. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on peut parler en privé aussi. Aussi, oui. Alors, une dernière. Vous me faites... Enfin, Beckett a écrit dans les deux langues et j'ai l'impression que votre approche aux langues est exactement la sienne. Et quand vous parliez de hasard et que vous demandé si c'était en fin de compte peut-être votre destinée, mais que vous y êtes allé par accident, j'ai l'impression encore que c'est une approche qu'on trouve aussi chez Beckett et que quelque part vous vous êtes mis des bâtons dans les roues régulièrement. Mais vous finissez par tomber. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Absolument d'accord. Ouais. Donc, si vous voulez faire plaisir à Eduardo, à Lucie et me faire plaisir, j'irai vérifier après. Je vais vous demander maintenant d'aller dévaliser là, et de toutes et tous acheter Tarentule. Je voudrais remercier Eduardo et Maëlys. Merci à toutes et à tous. Pour vos achats, ça se passe auprès de Laure au fond de la salle. Et Eduardo, il va, je pense, rester ici. On va lui donner un stylo. Et si vous voulez venir pour les dédicaces, vous pouvez vous approcher. Merci beaucoup. Merci. Merci à toi. Merci bien.